Alors aujourd'hui, on est à Japan Expo avec Soria. Soria, est-ce que tu pourrais déjà te présenter au niveau de ton nom, ton âge, depuis combien de temps tu fais du manga? Alors, je m'appelle Surya et je suis auteur de manga depuis 2017. C'est mon premier projet en tant qu'auteur. Et avant ça, j'ai travaillé dans le milieu de la bande dessinée pendant plusieurs années, depuis 2012, sur d'autres projets au sein d'Ankama Édition, en tant qu'illustrateur seulement. Ça, c'est vraiment mon tout premier projet scénarisé et dessiné par moi-même. C'était essentiellement de la BD. C'est le seul métier que j'ai fait après les études. Ils m'ont embauché pour faire un spin-off à la base d'une BD qui existait déjà, qui s'appelle Freaks Quill. Le spin-off que j'ai illustré s'appelait Rouge, dont l'auteur d'origine est Florent Baudou. Et ça, c'était une série de 3 tomes, une trilogie. Et j'ai enchaîné après avec des petits one-shots dans des recueils qui s'appellent Doggy Bags et aussi Midnight Tales au sein du label 619. D'accord. Voilà. J'ai je dessinais depuis que je suis petit, donc j'ai commencé, voilà, comme n'importe quel enfant, puis j'ai continué et c'est vers l'adolescence que je pense où j'ai été le plus investi et j'ai commencé à faire des planches de BD. Mais après le bac, j'ai passé un bac S, donc ça n'avait rien à voir, mais ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas faire et que je voulais vraiment dessiner du coup, parce que c'était une sorte de frustration de ne pas pouvoir dessiner comme je voulais tous les soirs. Donc après mon bac S, je me suis orienté vers des études en cinéma d'animation parce que je voulais dessiner et je voulais raconter des histoires surtout. Et à cet âge-là, j'étais pas trop sûr de quelle formation je pouvais faire qui était en lien avec cette passion, on va dire. Et il me semble que être dans les animés, ça me paraissait être une bonne solution, ça combine un peu les deux. Et puis j'étais très très fan de Miyazaki à l'époque avec Prince Mononoke, de Shiro, tout ça. Je pensais que ça pourrait être une bonne voie d'être réalisateur. Quand j'ai fini mes études en cinéma d'animation, j'ai fait un stage en boîte d'anime pour une série et j'ai très vite déchanté parce que c'était pas très créatif et on dessinait même pas, c'était déjà des personnages en vectoriel. Donc, mais c'était intéressant, c'était très intéressant et j'ai beaucoup appris. Mais après mon stage, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais peur de ne pas pouvoir m'en sortir après, une fois que je commence à travailler et gagner de l'argent. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais si je veux changer de voie. J'ai du coup intégré une résidence d'artiste après mon stage. Et c'est là que Florent Maudou m'a contacté pour faire le spin-off de Freaks Quill. J'ai pas répondu à la question du coup, mais oui, du coup, le cinéma d'animation, c'est pas exactement de la bande dessinée, mais c'est lié dans le sens où on dessine quand même beaucoup et le but est le même, de raconter une histoire avec du dessin. Tali, c'est l'histoire donc de cette jeune fille qui a autour de 16 ans, qui a des pouvoirs d'invocation. Et ça se passe dans un univers médiéval fantasy. Et dans ce monde-là, en fait, les invocatrices, elles sont pourchassées et tuées par les lords et les rois, parce que depuis des centaines d'années, parce que ils ont juste peur de leur pouvoir qui est vraiment puissant. Et Tali, en fait, elle a eu beaucoup de chance, elle a été adoptée par un seigneur quand elle était petite, qui l'a cachée et protégée de l'environnement agressif. Et du coup, elle a grandi avec les humains, sans avoir vraiment connaissance de ses pouvoirs, jusqu'au jour où donc l'histoire commence à ce moment-là dans le manga, où le château de son père adoptif est attaqué par la brigade spéciale qui est en charge de retrouver les invocatrices. Et donc là, elle n'a pas d'autre choix que de s'enfuir et de
partir à l'aventure pour découvrir ses pouvoirs, mais aussi survivre. Oui, c'est vraiment un mix c'est très inspiré des dieux grecs avec la déesse de la lune. Enfin, c'est pas la déesse de la lune, c'est la déesse de la chasse, Artémis, hein, mais que j'ai mélangé avec, euh, avec la lune. Et j'ai aussi des inspirations de contes euh, mésopotamiennes, hein. Et aussi, comment non, enfin, c'est un mix de plusieurs contes différents qui m'ont inspiré, que j'ai essayé de digérer en histoire en tout cas, mais vraiment assez dirigé vers la lune en tout cas. Pour Rouge, même pour les autres projets, mais Rouge spécifiquement parce que c'était une collaboration assez étroite avec Florence, qu'on travaillait vraiment côte à côte dans un atelier. C'était vraiment un travail intéressant de symbiose et d'échange en fait. On se parlait beaucoup quand il y avait quelque chose qui allait pas ou qui allait, on en discutait directement pour en débattre ou pas. Et c'est ça qui est sympa avec les projets en collaboration, c'est que c'est une sorte de projet qui mélange deux influences différentes. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut. Le but c'est de satisfaire les deux parties. Donc, pour Tali, ça a toujours été un rêve pour moi de pouvoir faire un manga déjà, premièrement, mais aussi de pouvoir scénariser mes propres histoires, hein. C'est pas évident dans le sens où le scénario, j'ai commencé à apprendre à en écrire assez tard, contrairement au dessin où quand on est petit on dessine beaucoup sans se prendre la tête. Mais je sais que pour l'apprentissage du scénario, j'ai commencé réellement, je pense, vers 18 ans, à commencer à lire des livres spécifiquement sur l'écriture de scénario. Donc j'avais beaucoup de retard à rattraper. Et en plus, comme j'avais pas fait de BD en solo avant, j'ai eu beaucoup d'incertitudes et de doutes sur mon histoire, hein. Donc c'était assez laborieux. Mais Ankama m'a laissé assez libre sur mes choix en tout cas. Ils m'ont pas du tout oppressé ou quoi que ce soit. Même voilà, pour le format, tout ça, ils m'ont vraiment encouragé. À l'époque, Run, qui était mon éditeur, m'a vraiment laissé faire ce que je voulais en termes d'objets. C'était vraiment sympa. Pour l'histoire aussi, ils ont été très ouverts en tout cas. Juste revenir sur la question des contes rapidement, parce que je me souviens du coup, le pays que je recherchais c'était la Lettonie, donc j'ai eu aussi des influences par rapport au folklore letton, ouais. Voilà. Par rapport aussi, aussi les vêtements m'ont beaucoup inspiré pour le design des personnages, hein. Pour les journées types, ce qui est intéressant c'est que quand je commence le projet, donc l'étape de scénario et de storyboard, c'est assez chaotique parce qu'en termes de quota, c'est pas aussi carré que quand on commence la prod de dessin. Enfin pour moi en tout cas, j'ai beaucoup de mal à tomber le même nombre de planches par jour. Il y a des jours où je peux faire 10 pages de storyboard et la prochaine journée, je vais bloquer genre une journée entière sur 2 pages, quoi. Et ça, en tout cas pour Thalys, ça m'a fait prendre beaucoup de retard, hein, et j'espère que je vais continuer, que je vais progresser sur ça. Mais le journée type, c'est que, en tout cas pour le storyboard et l'écriture, je travaille pas chez moi parce que j'y arrive pas. Je vais sortir et je vais aller en bibliothèque, notamment à Beaubourg, ou dans des médiathèques comme la Gaieté Lyrique,
Et là, je vais me caler et je vais passer la journée là-bas pour essayer de travailler et avancer sur mon storyboard. Euh, c'est un peu, comment on appelle ça, c'est un peu oppressant des fois quand on bloque parce que j'ai l'impression de tourner en rond et le fait d'être dans un espace confiné, ça n'arrange pas les choses, hein. Mais le truc, c'est que quand je suis chez moi, j'ai du mal à me concentrer. Le focus, c'est difficile avec tout ce qui est tout le divertissement autour, pas forcément internet, même si ça me prend beaucoup de temps, mais il y a le frigo, puis il y a le linge, il y a tout, quoi, il y a tout. Mais après, une fois que j'ai fini dans cette étape de pré-production, qui est vraiment laborieuse parce que justement j'arrive pas à être carré dessus, après c'est plus simple pour moi de produire. J'ai mon storyboard, j'ai mon histoire, hein, j'ai moins d'incertitude parce que j'ai déjà revu et j'ai déjà corrigé des trucs, tout ça. Et je passe à l'étape des esquisses chez moi. Et les esquisses, je les travaille sur Photoshop. Je les fais en digital avant de les imprimer ensuite pour les faire en tradi sur papier. Je fais d'abord toute ma BD en esquisse. Je fais ça souvent pour m'aider à me focus. Je fais du streaming sur Twitch. Ça me permet d'avoir un regard extérieur et aussi d'avoir des horaires plus cadrés. Quand je commence mon stream, je vais pas me dire tout d'un coup, oula, il faut que je fasse ma vaisselle. Non, je suis en live, donc on commence à continuer à travailler. Et puis surtout, tu as des gens qui viennent parler avec toi. Et ça permet d'avoir un échange. Tu restes pas toute une journée sans parler à personne, et ça, c'est sympa. Ça permet d'échanger, de passer le temps aussi, que ce soit plus agréable, hein. Donc je travaille en stream souvent, ces étapes-là. J'ai pas spécialement d'horaire, je pense que en horaire efficace, je pense que ça serait 8 heures, hein. Mais j'ai tendance à diluer un peu mes heures de travail. Je devrais pas faire ça, je pense, parce que ça me rend moins efficace. Mais je sais que la plupart du temps, je suis efficace entre 6 heures et 8 heures de taf, vraiment. Les qualités indispensables, hein. Je pense que pour être un bon auteur, il faut qu'on arrive à raconter une bonne histoire, je pense. Une bonne histoire, pour moi, c'est être. Je pense qu'il n'y a pas une formule, une vraie réponse à cette question, ça dépend de chacun, je pense. Mais pour moi, en tout cas, une bonne histoire, c'est ressentir les émotions, que ce soit de la tristesse ou que ce soit du rire ou juste que ce soit émouvant, c'est gagné, je pense. Et c'est là tout le défi, c'est pouvoir raconter l'histoire du mieux possible et transmettre des émotions à son lecteur, hein. Je pense que si on arrive à faire ça, c'est que c'est gagné. D'accord. Moi, je suis arrivé à en sortir, hein. Là, récemment, très récent, j'ai commencé à donner des cours dans un atelier de dessin, une fois par semaine, hein. Ça permet d'arrondir les fins de mois. Mais de base, quand j'ai commencé le métier, c'était tellement dur en fait, je parle par rapport au financièrement bien sûr, que tu es obligé d'adapter ta vie par rapport à ce revenu-là. C'est presque un choix de vie, limite, je fais des sacrifices sur d'autres choses et que je regrette pas du tout, hein, mais du coup tu t'habitues, enfin pour moi en tout cas je me suis habitué à avoir ce revenu-là. Bon, après maintenant ça va mieux d'ailleurs, hein, parce que par rapport au revenu que j'avais au début et ce que je ressens maintenant, c'est beaucoup plus facile d'en vivre, hein. Mais déjà de base tu
fais ce que tu peux pour t'en sortir avec ça, quoi. Moi, je sais que je paye mon loyer et après, c'était chaud, quoi. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ouais. Quand au lycée, j'ai annoncé que je voulais faire du dessin, ils étaient peut-être un peu pas hyper chaud, je voulais plus me diriger vers l'architecture du coup. Mais je pense que j'étais tellement. En fait, déjà à la base, j'ai fait S pour mes parents, pour les rassurer, parce que quand ils avaient raison dans un sens, ils voulaient que j'ai un plan B, enfin, etc. Sauf que ça m'a tellement. Comment je peux dire ça, embêté de faire S, parce que je me sentais frustré et de pas pouvoir faire ce que je voulais. Et je pense que par la suite, ils ont compris que j'avais fait mon choix et que voilà, enfin, ils m'ont soutenu par la suite. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils m'ont soutenu, hein, parce que sans eux, j'aurais jamais pu faire ce métier-là, hein. C'est tellement. Déjà, moi j'ai eu de la chance et ils m'ont payé mes écoles, mon loyer aussi, j'ai jamais eu à m'inquiéter de ça. Et, et par la suite, oui, j'ai envie de dire c'est clairement grâce à eux que je peux faire ça, je pense, parce que c'est du temps en moins de dessin quand t'as pas ce soutien-là, je pense. Quand tu dois t'inquiéter de ne pas pouvoir payer ton loyer, que tu dois faire un job à mi-temps, que tu peux juste pas faire d'école aussi, hein. Il y en a qui font pas d'école et qui arrivent très bien aussi, hein. Je dis pas qu'il faut en faire une forcément. Mais moi je sais que ça m'a beaucoup inspiré et beaucoup aidé d'en faire une en tout cas. Bah oui, je leur dois ça en tout cas, hein. Ils m'ont beaucoup soutenu, ouais. Il faut pas hésiter, je pense, à montrer son travail, je pense, et à avoir des retours, des critiques. Je pense que quand on est ado, ça doit rester assez dur, je pense, d'avoir des retours difficiles. Ton dessin est Donc pas assez bon. Faut pas se décourager parce que c'est long d'apprendre à dessiner. Et je sais que moi je reçois pas mal de mails d'ados qui m'envoient leurs dessins et ce qui m'embête souvent c'est que quand ils m'envoient leurs dessins ils s'attendent à recevoir un compliment tout de suite. Et ça se voit dans leur message, c'est genre ouais, j'ai fait ça, j'aime trop ce que j'ai fait presque, tu vois, c'est trop bien ce que j'ai fait et tu t'en penses quoi? Je t'en pense quoi, c'est après, tu vois, moi je suis pas là pour les démoraliser quoi que ce soit, quoi. En tout cas, pardon. Si l'enfant est sûr de ce qu'il veut faire, donc un métier en lien avec le dessin, il faut qu'il s'investisse le plus possible. C'est pas en dessinant un petit peu par-ci par-là et en se disant mon dessin est super que ça va être suffisant, quoi. Je pense il faut pousser plus. C'est à bout d'un moment, il faut pousser à la technique. Ah, c'est bien. Je crois que c'était bien, j'étais mince, j'ai pas mis mon portable en silencieux, désolé. Il faut aller plus loin, il faut chercher à voir ce qui va pas, montrer ses dessins à des gens qui vont pouvoir donner une critique. Et moi, c'est mon avis personnel et c'est un conseil personnel que je donnerais aux personnes qui veulent progresser en dessin, parce que c'est ce qui m'a permis moi de progresser. Et je dis pas que c'est la solution, parce que j'ai des amis qui en ont fait un peu et qui après ont arrêté et qui se débrouillent en dessin, hein. Et moi, quand j'étais au collège et au lycée, j'étais passionné de manga et je dessinais que ça en fait. Mais je me suis retrouvé dans une impasse parce que mon style était vraiment en train de stagner en fait. Et j'étais en train de me demander mais comment je vais faire pour progresser et passer ce palier en fait, arriver à quelque chose de plus personnel, hein. C'est un truc qui revient souvent, hein. C'est quoi mon style? Qu'est-ce que c'est que le style? Et j'ai envie de dire, mais moi en fait ce qui m'a aidé c'est quand j'ai intégré mon école,
de cinéma d'animation, on avait des cours de nu, de modèles vivants, et ça m'a vraiment tout changé en fait. Ça a changé tout ce que j'avais en termes de vision artistique, à tel point que je continue à faire du dessin d'observation aujourd'hui dans mes carnets, plus que des dessins d'imagination, parce que c'est devenu une sorte de mode de vie, de comment je peux faire pour pouvoir progresser mon art, hein. Et en fait, pour moi, le style artistique, c'est juste une représentation de la réalité, hein. Et c'est comme ça que je l'ai interprété, hein, c'est personnel. Et en fait, donc, quand on a connu que du manga ou des BD et qu'on recopiait et qu'on prenait des tics graphiques d'un style déjà existant, et bien forcément qu'au bout d'un moment, ce style, c'est pas quelque chose qui nous est personnel, parce que Parce qu'on c'est une reproduit quelque chose. interprétation de la réalité qui est déjà interprétée par des auteurs qui en plus après ont encore été repris par d'autres auteurs. Et nous on vient là, on a lu que des BD, que des mangas, et on essaie de dessiner par rapport à ça. Et donc moi quand j'ai découvert le dessin d'observation, j'adorais ça en plus, et j'avais des profs super qui m'ont poussé et qui m'ont conseillé des techniques et des outils, etc. Et ben ce qu'on dessine dans le manga ou dans la BD, c'est une interprétation de la réalité. Donc il faut dessiner la réalité nous-mêmes, sans filtre, pour pouvoir créer son propre style, ses propres types graphiques qui vont apparaître à force de dessiner d'observation de modèles vivants, de faire des portraits dans la rue, dans le métro, dans les cafés. Tu as des tics graphiques qui vont apparaître, qui viennent de nulle part en fait, qui viennent de ton observation à toi de la réalité. Et je pense que pour moi en tout cas, c'est là que le style va se créer, c'est ton interprétation de la réalité dans ton dessin. Et pas juste des tics graphiques que tu as piqué, pas piqué mais qui t'ont inspiré de d'autres auteurs. Parce que les deux sont bien, parce que par exemple moi je fais des personnages avec des gros yeux, ça c'est pas de la réalité quoi, c'est du manga, mais c'est bien aussi de se confronter à la réalité, la vraie. D'accord. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé. Et puis je te souhaite une bonne continuation au niveau de tes Merci, titres. merci beaucoup.